Bon, on n'arrête pas de parler de l'Iran, mais il y a une autre guerre en cours en ce moment en Ukraine. On dirait presque que plus rien ne s'y joue. Et pourtant, c'est tout l'inverse. C'est vrai qu'il y a plus de grandes séquences simples à raconter, plus de contre-offensives spectaculaires ou d'images uniques qui nous permettent de tout expliquer. À la place, il y a une guerre d'usure, de drones, de négociations opaques, de contrats, de budgets, de reconstruction anticipée, de minerais, de ports, d'énergie. Et même ce recul médiatique sur l'Ukraine dit quelque chose. Depuis la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran fin février, une partie de l'attention, des stocks d'armes et des priorités états-uniennes a glissé ailleurs. Reuters a même rapporté le 26 mars que le Pentagone envisageait de détourner vers le Moyen-Orient des missiles initialement prévus pour l'Ukraine. Enfin voilà le sujet qu'on va approfondir aujourd'hui ensemble sur Actu Réfractaire. Bienvenue. Sur le terrain, la Russie continue d'avancer en grignotant. Le cœur de la bataille, c'est le Donbass central, Pokrovsk notamment, qui est un nœud routier et ferroviaire majeur et surtout une des portes vers l'arrière du Donbass ukrainien. Et aussi là où se trouve la dernière grande mine de charbon à coke du pays, donc un point important pour la sidérurgie. Plus loin, Kramatorsk et Sloviansk, toute une chaîne de villes industrielles fortifiées depuis 2014. Et si cette ligne casse, ce n'est pas seulement le front qui recule, c'est toute une partie de l'appareil militaire et industriel ukrainien qui devient plus vulnérable. Au nord aussi, vers Soumy et Kharkiv, Moscou mène une autre guerre. Harceler, fixer des troupes, forcer Kiev à disperser ses hommes. Et quand le Kremlin dit que l'Ukraine aurait dû quitter le Donbass hier, ça veut dire une chose simple, faire de ses gains militaires la base d'un futur accord. Mais regarder seulement le front, c'est déjà rater une partie de la guerre. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie russe ne cherche pas juste à prendre des villes, elle cherche aussi à rendre le pays plus difficile à faire tenir. Fin mars et début avril, Zelensky a proposé une trêve limitée sur les infrastructures énergétiques. En face, il a dit avoir subi plus de 700 drones russes. Reuters rapportait fin février que la crise électrique replongeait l'économie ukrainienne dans sa pire crise depuis les premières années de guerre. Acier, mines, ciment, agroalimentaire, tout tourne plus mal, plus cher et plus lentement. Et donc, des milliers de travailleurs et travailleuses ukrainiens se retrouvent sans chauffage, sans électricité, sans revenus et sans travail. L'arrière est frappé, plus il faut importer, emprunter, compenser, bricoler. Le 26 février, le FMI a validé un nouveau prêt de 8,1 milliards de dollars avec 1,5 milliard débloqué immédiatement dans un paquet international plus large de 136 milliards et quelques. Reuters précisait aussi un trou de financement de 52 milliards pour 2026. Autrement dit, l'Ukraine ne se bat pas seulement avec des obus, elle se bat à crédit. Et chaque centrale touchée, chaque production ralentie, chaque rentrée fiscale perdue pousse un peu plus le pays dans cette dépendance. Cette guerre use aussi les corps. Le pays s'est vidé de millions de personnes entre exil, déplacements, morts et territoires perdus. Et pour ceux qui restent, la mobilisation est devenue une pression quotidienne. Faut savoir que depuis la réforme de 2024, les hommes en âge d'être mobilisés doivent porter leurs papiers militaires sur eux. La police et les centres territoriaux de recrutement, les TCC, peuvent les contrôler dans la rue. En théorie, il s'agit de vérifier une situation ou de remettre une convocation. En pratique, toute l'Ukraine parle désormais de busification, des hommes repérés dans la rue, au métro, au marché, au travail, contrôlés, puis emmenés de force dans des minibus vers un centre de recrutement. Zelensky lui-même a reconnu le problème fin janvier en demandant au nouveau ministre de la Défense de régler cette question. Et soyons précis, tous les mobilisés sont pas littéralement raflés dans la rue et toute convocation ne finit pas au front. Mais la tendance, elle est claire. Plus la guerre dure, plus la mobilisation devient coercitive, opaque et inégale. En clair, une guerre longue ne détruit pas seulement des villes, elle change aussi la manière dont l'État prélève sur la société, son argent, ses travailleurs et travailleuses, ses gens. Elle crée des rapports sociaux, des structures de pouvoir qui peuvent, elles, rester durablement après la guerre. Donc d'un côté, il faut faire tourner l'État ukrainien et l'industrie ukrainienne, de l'autre,
chacun prend déjà position sur l'après. Crédit Agricole a annoncé le 11 mars le rachat de Bank Lviv au nom de la reconstruction. Hier, le 1er avril, la Roumanie confirmait avancer avec l'Ukraine sur une production commune de drones financés par l'Union européenne. Donc avant même la fin de la guerre, on voit déjà se dessiner un pays où l'appareil militaire, la finance, la reconstruction et les capitaux occidentaux s'imbriquent de plus en plus. Et pendant ce temps, la Russie fait la même chose sur les territoires qu'elle contrôle. Reuters a montré le 26 mars que Moscou y avait déjà injecté 11,8 milliards de dollars depuis 2024, entre les routes, les rails, les ports, les mines, l'exportation de charbon et de grains via Mariupol et Berdiansk, raccordement renforcé à la Crimée et à la Russie. Donc voilà, quand on dit occupation, il faut entendre aussi logistique, commerce et captation de ressources. Voilà pourquoi cette guerre qui plafonne continue quand même d'avancer. La Russie use l'Ukraine et consolide ses prises, et l'Europe justifie son réarmement et branche l'industrie de défense ukrainienne à la sienne. Les États-Unis, eux, gardent la Russie immobilisée sur un front coûteux, tout en essayant de ne pas payer seule la note. Voilà, donc c'est une guerre longue, c'est pas une guerre sans enjeux. C'est une guerre où les enjeux se déplacent, moins dans les cartes que dans les budgets, les ports, les mines, les prêts, les négociations et les vies ordinaires. La vraie mise à jour sur l'Ukraine, en fait, elle est là. Le front continue, les bombardements continuent, les gens tiennent comme ils peuvent. Mais ce qui se décide déjà, c'est pas seulement qui prendra tel village, c'est en fait la combinaison qui sortira de tout ça. La militarisation durable, la dépendance financière, la captation des ressources, le verrouillage russe sur les zones occupées, vous m'avez comprise, et l'intégration encore plus profonde de l'Ukraine dans des circuits stratégiques occidentaux. Ouais, c'est bien utile en pleine crise économique qui voit s'affronter les deux géants de ce monde, les États chinois et états-uniens. Voilà, c'était votre Actu Réfractaire, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sans langue de bois. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, Betty se fera un plaisir de vous lire. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais notre travail ne dépend que de vous. On ne reçoit ni subvention, ni aide de milliardaires ou même de millionnaires. Et donc on a besoin de vos dons, c'est pour ça que vous pouvez nous soutenir en ce moment pendant notre campagne de financement sur Tipeee, le lien est en description. Merci à vous toutes et tous. On se retrouve pour la prochaine Actu Réfractaire très vite. Cette actu-là, elle a été écrite par Debbie, montée par Pixel. Je me suis occupée de la miniature et Betty du titre. Allez, ciao!